présentation qui est par Claude Mial. Je rappelle que Claude Mial était un des innovateurs majeurs dans ces techniques endovasculaires, en particulier pour les anévrismes, parce que c'est lui qui a inventé la prothèse bifurquée pour les anévrismes. Avant, Volodos et Erwan Parodi avaient développé surtout des tubes, mais bon, pour l'insuffisance, c'est rapidement éprouvé. Et Claude est venu avec une idée géniale qui a ouvert la voie à tout ce qu'on fait maintenant. Claude ne va pas nous parler des endoprothèses, mais il va nous parler de l'intérêt, l'utilisation des images holographiques en chirurgie endovasculaire. Alors, je vais partager l'écran. Alors, donc là, vous êtes d'accord, vous l'avez. Voilà. C'est bon là, pour tout le monde? Bien, mais merci une fois encore pour cette invitation. Merci à Jean-Pierre, avec qui effectivement on a démarré très tôt les aventures endovasculaires. Et merci à l'Académie de chirurgie de laisser la parole à ce qui peut être l'innovation et probablement, on l'a vu avec les orateurs précédents, ce qui va devenir la chirurgie habituelle de demain. Alors, il vient aussi à côté de tout cet environnement technique, le numérique a fait son entrée de manière assez tracassante et il y a une manière effectivement d'utiliser encore l'exploitation des images dans le développement de cette chirurgie endovasculaire. Alors, c'est un développement qui a été réalisé par trois petites start-up qui sont quasiment unipersonnelles, sans aucun financement, ni aucun support, ni collaboration avec l'industrie, et notamment l'industrie de la radiologie. Alors, comment est née la question, le problème? C'est en fait de par l'intrusion même du chirurgien dans la salle de radiologie pour créer ce qui est maintenant la salle de chirurgie hybride. En effet, en définissant la chirurgie endovasculaire comme une technique endoluminale devant reproduire le cahier des charges qui était rempli par la chirurgie ouverte, un des éléments était de pouvoir se déplacer autour de Tu veux dire un mot à la fin? Et ceci sous-entend S'il faut remercier que quelle avec moi que et tout soit ça. la position de l'opérateur, il a en face de lui accès à l'image et donc il faut bien que l'écran lui fasse face. Et on est mot à la fin. dans les reconstructions complexes à se déplacer plusieurs fois durant la procédure pour pouvoir réaliser les différents temps opératoires. Alors, dans le développement et l'évolution des salles dans différentes institutions où j'ai pu opérer, on a en gros retenu deux versions, soit la multiplication des écrans de petite taille de part et d'autre de la table d'intervention avec une assez grande mobilité, permettant d'avoir toujours un écran en face de soi, que l'on soit au niveau de la tête ou au niveau de l'artère fémorale, que l'on accède par le bras ou que l'on accède de manière antérograde au niveau du membre inférieur. C'est une option qui est extrêmement fonctionnelle, mais lorsque l'on doit partager la salle, notamment avec les cardiologues sont très friands de grands écrans qui leur permettent d'avoir plusieurs images en même temps et plusieurs entrées sur le même écran. Or, il y a une grosse différence entre ce que fait le chirurgien dans une salle hybride et ce que fait un cardiologue. Et on s'est aperçu d'une part avec le temps, c'est-à-dire en multipliant les interventions de plus en plus complexes, que l'exposition du chirurgien au rayonnement se faisait de manière croissante. La deuxième chose, lorsqu'on compare l'exposition aux rayons entre un chirurgien, les gestes de chirurgie endovasculaire et la cardiologie interventionnelle, on s'aperçoit que le chirurgien est 2,5 fois plus exposé que le cardiologue pour la bonne et
et simple raison que le cardiologue, en règle générale, est sédentaire et reste sur le côté droit du patient. Donc, on a pensé utiliser, encore une fois en côtoyant les plus jeunes, on a pensé utiliser ces types de lunettes, de casques qui sont la première génération des lunettes HoloLens de Microsoft, et de voir dans quelle mesure il était possible d'intégrer des images holographiques qui reproduisaient exactement les images que l'on retrouvait sur l'écran de la salle de radiologie, et ainsi de pouvoir s'affranchir de la position de l'écran et du tube pour ne pas se retrouver avec ce tube qui vient s'interposer entre l'écran et l'opérateur. Alors on voit que dans ce type de lunettes, d'image holographique, on voit très bien le déroulement de la procédure. Ici, l'inflation d'un ballon à l'intérieur d'une endoprothèse optique. Et vous voyez qu'en périphérie, on voit parfaitement par transparence le champ opératoire. Il est parfaitement aisé de manipuler l'introducteur, le guide, le ballon, tout en ayant cette vision à l'intérieur des lunettes HoloLens. Alors, c'est l'exacte reproduction des images de l'écran à l'intérieur de la lunette. Ce sont exactement les mêmes, et ça c'est une des toutes premières procédures qu'on a réalisées il y a maintenant 2 ans sur une carotide, et on voit qu'avec la même qualité d'image et avec la même précision, il est possible d'aller mettre en place un stent dans une carotide sans grande difficulté, et surtout sans avoir une impression ou une gestualité particulière par rapport à la procédure habituelle. Et pour faire la démonstration, on a ici donc une revascularisation antérieure, et on voit ici on retourne l'écran qui est donc en face de nous, donc il n'y a plus de possibilité de tricher et de regarder au travers de la lunette, et on a exactement la même image avec, je dirais, la même aisance que si l'écran était en face de nous. Et on peut appeler ces images par commande vocale, ce qui vraiment est extrêmement pratique, et on peut appeler jusqu'à 4 images à l'intérieur des lunettes et poursuivre la procédure, vous voyez, qu'on opère sans aucune difficulté, et tout en ayant ces images dans le casque exactement comme si on regardait l'écran. Simplement, on voit que là, l'écran le tube s'interposerait entre l'opérateur et l'écran. Alors, c'est une expérience qui est initiale, ce qu'on peut appeler une version bêta, que bien entendu, il faut améliorer, bien que dans l'état actuel de notre technique, de notre technologie, il n'y a pas de véritable retard, du moins il n'est pas sensible de retard à l'apparition de l'image, et il n'y a pas de défaut de qualité qui soit véritablement appréciable. Néanmoins, on pense qu'en développant cette technologie, on devrait avoir une connexion encore plus rapide entre le système de radiologie et le casque. On est donc actuellement à la recherche de partenariats, d'une part pour financer les heures d'ingénieurs, et d'autre part d'un partenariat clinique pour pouvoir pousser plus avant l'évaluation clinique en fonction des habitudes des différents opérateurs, et pouvoir analyser quels pourraient être les éléments à modifier pour rendre les procédures encore plus simples. Le véritable but, c'est de se distancer des écrans, pendant l'intervention, voire de se distancer complètement des écrans dans la salle d'opération, parce qu'ils s'occupent un certain volume dans les salles hybrides, et le fait de pouvoir s'en dispenser devrait permettre une organisation encore plus simple de nos salles d'intervention. Et plus loin encore,
et peut-être pour la prochaine génération, ce sera la gestion intégrée de l'ensemble de l'environnement de la salle en même temps que l'intervention qui pourra se faire par l'intermédiaire d'un outil de soutien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Claude, c'est assez extraordinaire. Les questions, comment se transmettre l'image sur le masque? Alors, par Wi-Fi, par Bluetooth, je sais pas. Il y a dedans une petite astuce, bien entendu, un petit secret de fabrication, mais en gros, la connexion idéale se fera par Wi-Fi. Mais actuellement, dans le système qu'on utilise, il a l'avantage d'être mixte en fait, et ça nous permet de sortir du dispositif radiologique et ensuite de se connecter par Wi-Fi. Ça veut dire qu'on pourrait le faire sur toutes les installations de radiologie. L'autre problème des chirurgiens endovasculaires, ça a été souligné déjà dans les précédentes présentations, c'est la radioprotection. Les yeux sont sensibles avec le risque de cataracte et co. Est-ce que ce masque peut prendre en compte la protection des yeux? Alors, ça c'est une question qu'on s'est posée. C'est une question que pour l'instant on ne sait pas résoudre, parce que pour pouvoir la résoudre, il va falloir avoir une discussion directe avec les fabricants de ce type de lunettes. Je te laisse imaginer les facilités de discussion qui comme Microsoft. Donc probablement ce type de lunettes va se développer et il y aura moyen d'avoir un film de radioprotection, je pense. Mais effectivement, c'est un point qui doit absolument tenir. On limite l'exposition dans la mesure où on n'est plus obligé de faire des contorsions par rapport à l'arceau, et par contre, effectivement, la nécessité d'un film de radioprotection sur le mec, ça va bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Oui, mais je m'enlève en fait. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais j'en parle ou pas? Si vous voulez. Ben non. Des commentaires, des questions, commentaires? J'en parle pas. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, d'autres commentaires, on est pratiquement à l'heure, ce qui est formidable. Moi, j'ai trouvé cette session assez extraordinaire. Bon, il y a quelques jours, les Américains ont envoyé des hommes sur la capsule spatiale avec, nous a-t-on dit, l'intérieur, il n'y avait aucune manette, il n'y avait rien, tout était sur écran tactile et tout. Écoutez, on n'a pas à rougir de la chirurgie vasculaire qui évolue avec ces technologies extraordinaires. Je suis sûr que ça va continuer, que ça va aller beaucoup plus loin. Bon, je vais arrêter là. Maintenant, probablement que notre secrétaire va pouvoir dire un mot de conclusion après cette séance que je trouvais très intéressante. Moi, je suis tout à fait bluffé. Je suis tout à fait bluffé par les programmes. C'est vrai qu'en viscéral, on a fait quelques progrès, mais les progrès que vous faites sont beaucoup plus importants dans la prise en charge des patients, toujours plus fatigués, toujours plus âgés. Et je laisse la parole à notre vice-président Philippe Marc qui va conclure et vous remercier. Bonsoir, je remplace donc notre président Henri Coudane pour conclure. L'Académie remercie Jean-Pierre Beckman et Iraj Ganjbach pour l'organisation de cette séance qui a été passionnante et très innovante. Le dépassement discret des horaires en valait vraiment la peine. L'Académie remercie également son technicien et ses secrétaires pour la qualité de la réalisation technique qui n'est pas évidente dans cet établissement. Je vous remercie tous et bonne soirée.